Eh bien, chers amis, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Pierre de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Très heureux de vous retrouver pour cette 16e émission, mercredi 23 août en première diffusion. Merci d'être là. Merci aussi pour tous vos partages, puisque 700 personnes ont pu voir le live d'hier. Et je compte sur vous, évidemment, pour faire connaître ce livre qui nous occupe maintenant, comme je vous le disais, depuis 15 émissions. Ce soir, c'est la 16e. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce livre avec le lien que je viens de vous poster sur le chat. Ça devrait fonctionner parfaitement. Voilà ce que vous allez obtenir lorsque vous téléchargerez ce document PDF. Alors, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat pour qu'on puisse avec bonheur se saluer les uns et les autres. Donc, une fois le téléchargement achevé, vous obtenez un document PDF comme vous avez sous les yeux. Alors, certes, c'est écrit un petit peu petit sur ce format d'écran, mais vous aurez quelque chose de bien plus confortable chez vous avec votre lecteur PDF favori. Bonsoir Pascal, merci de nous avoir rejoints. Et donc, vous allez constater, je vous présente ce document parce que peut-être que ça a besoin de quelques explications pour en tirer tout le parti qu'il contient. Alors, quel est ce parti? Eh bien, c'est en fait un document PDF interactif. Cela veut dire que vous trouvez en interne des hyperliens. Par exemple, si ici, je clique sur un et que je suis dans un lecteur PDF, contrairement à ce que vous allez voir sur l'écran, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil avec ce logiciel de streaming, eh bien, vous allez sauter directement à l'émission numéro 1, au lieu de sauter, comme le fait le logiciel de streaming, sur le sommaire. Vous allez en fait vous rendre à la page 5. Vous voyez là, donc dans ce document, vous avez la date de première diffusion de chacune des émissions. Dans la colonne suivante, vous avez la pagination de la version française. Donc, l'émission numéro 1 va de la page 5 à 10. Et vous avez, pour ceux qui l'ont à disposition, la correspondance avec le PDF en anglais. Évidemment, cette version est une version française. Et puis, vous avez un point de repère concernant les parties du livre contenu dans l'émission. Donc, partie 1, et puis vous avez le lien YouTube. Actuellement, il faut le transférer par copier-coller dans la barre d'adresse de votre navigateur. Bonsoir, Sekhmet Rouge, merci de nous avoir rejoints. Une fois que vous êtes donc dans ces émissions, si je vais à l'émission numéro 1 qui se trouve à la page 5, voilà comment ça se présente. Vous avez en tête de page le numéro de l'émission, sa date de première diffusion, son lien YouTube, et vous avez ensuite le texte proprement dit. Si vous cliquez à droite de l'émission numéro 1, 20 juillet 2023, sur la petite flèche, parce que ça va faire ici, mais sur un lecteur PDF digne de ce nom, vous remontez tout en haut du document, c'est-à-dire à la page 1. Donc la page 1 étant celle-ci, voilà. Et donc, vous revenez ici avec cette flèche en surbrillance jaune. En revanche, pour les autres flèches que vous trouvez à droite ici, telles que dans première partie, en commençant par le mot de la fin, vous voyez, en fait, associé à chaque thème, vue d'ensemble, vous avez une petite flèche à droite. Si vous cliquez sur cette petite flèche vers le haut, eh bien, cela va vous ramener à chaque fois au sommaire. Alors, le sommaire, je vous montre comment il se présente. En fait, il démarre à la page 2 du document. Vous voyez, sommaire, et ici, vous retrouvez
toutes les parties de l'ouvrage avec les différents thèmes traités dans chaque partie. Donc je vous encourage, ça va sans dire, vivement à profiter de ce téléchargement que nous mettons à jour chaque semaine. Donc le lien que vous avez actuellement sous les yeux, que je vous poste de manière encore plus directe que dans le dernier post, eh bien, avec ce lien, vous avez un ouvrage, une traduction qui couvre actuellement, je suis en train de chercher le nombre de pages, 179 pages sur 200. Et dès mardi prochain, vous aurez donc la version complète du livre. Écoutez, j'espère que ces indications permettront à ceux et celles qui le souhaitent de se procurer le livre. N'hésitez pas à faire la manœuvre, même pendant l'émission, pour vous assurer que tout est bien compris pour vous. Et puis, puisque ça a été conçu comme ça, vous voyez que dans le sommaire, vous avez première partie, et dans cette partie, hormis le premier thème qui est en commençant par le mot de la fin, tous les autres thèmes, vous les voyez soulignés. Cela veut dire que quand vous cliquez sur vue d'ensemble, vous allez naviguer directement à l'intérieur du document pour vous rendre à la page correspondant à la vue d'ensemble, et de la même façon, identifier l'ennemi, vous allez aller directement à ce thème de cet ouvrage qui est partiellement traduit, mais bientôt vous l'aurez en intégrale. Donc ne loupez pas cette possibilité intéressante, et il en va de même pour tous les autres thèmes. Le gouvernement n'existe pas, tout ça, vous pouvez y aller directement. Et puis une fois que vous y êtes, vous pouvez, à l'aide des flèches que je vous ai indiquées un petit peu plus tôt, donc de ces fameuses flèches vers le haut que vous trouvez ici à côté de première partie, eh bien ça va vous ramener automatiquement, ça va vous faire naviguer dans le document pour remonter directement au sommaire. Écoutez, j'espère que ces explications vous auront été utiles, et surtout vous donneront envie de charger l'ouvrage pour vous-même, de façon à en avoir une version écrite que vous pourrez faire, j'en suis sûr, circuler. Et puis, vous permettront également d'appliquer à la lettre ce processus que je vous présente à chaque émission de lecture à haute voix, qui est un processus d'intégration d'un ouvrage qui rend votre lecture beaucoup plus pertinente, efficace, et qui surtout va stimuler en permanence votre mémoire et votre compréhension. Merci Sekhmet Rouge de confirmer cette intention que j'avais de vous dire un peu plus ce soir sur la manière de naviguer à l'intérieur de ce document PDF. Alors, vous voyez que dans cette lecture à haute voix, une fois que vous avez le document, il vous suffit de choisir un passage d'une dizaine de livres, d'une dizaine de lignes, pas de livres, de cet ouvrage qu'on va considérer comme l'ouvrage apprécié. Lisez-le d'abord des yeux, puis à haute voix, en faisant la différence entre les deux lectures, puis en prenant conscience de la manière dont vous lisez, si vous êtes distrait ou non, si vous comprenez ou non, afin de bien vous rendre compte des différences s'il y en a. Certains ont une meilleure compréhension en entendant leur propre voix, et d'autres une meilleure compréhension en lisant le texte des yeux. Bonsoir César, merci de nous avoir rejoints. Ça fait plaisir de voir cette petite équipe que vous formez là, ceux qui nous font le plaisir d'être présents à chaque soir, à chaque première. Alors c'est un véritable live, mais ensuite il est évidemment disponible en replay, en rediffusion. Et donc dans la deuxième étape, une fois que vous avez bien intégré la première, reprenez alors la lecture en écoutant votre voix, en vous familiarisant avec elle, en sentant le livre dans vos mains, alors là, les feuillets dans vos mains pour le coup, puis en notant les idées, les mots, les expressions employées. Ce que je vous propose de faire, en fait, à partir de la lecture à haute voix que je fais pour vous à chaque soirée, eh bien, je vous propose de poster dans le chat ces mots, ces idées, ces expressions employées, soit pendant la lecture du paragraphe lui-même, soit à la fin du paragraphe que je vous signale au fur et à mesure. Bonsoir Tchel Gouad, très heureux de te compter parmi nous et de voir que tu te joins à cette belle équipe que nous sommes. Troisième étape, c'est ce qui vous attend lorsque nous en aurons terminé pour cette émission de ce soir. Eh bien, votre mission, en tout cas celle que je vous incite à vous donner, consiste à fermer vos ordinateurs et vos smartphones et à raconter ce que vous venez de lire à un ou une de vos proches. Et puis, une fois que vous lui aurez raconté,
eh bien, de lui expliquer ce que vous avez entendu durant cette soirée, comme si vous vouliez le discuter avec lui. Ça, c'est votre mission. Pour chaque émission. Alors, ceci étant dit, on en arrive donc tout naturellement à notre sommaire de cette émission. Le voici sous les yeux, il suffit de le ramener. Vous voyez, le sommaire est conçu émission par émission, et donc nous en arrivons maintenant à notre émission numéro 16. On va traiter ce soir de 4 thèmes passionnants. Premier thème, tu te gouvernes, je me gouverne. Deuxième thème, une autre société. Troisième thème, des règles d'un autre type. Et puis, quatrième thème, une organisation sans autorité. Et vous allez voir que c'est tout à fait possible, parce qu'évidemment, le principal obstacle qu'on rencontre à l'écoute de cette lecture, c'est nos conditionnements qui tendent à nous rattraper et à vouloir nous faire croire que tout ça serait utopiste et à nous faire confondre donc un endoctrinement, une prison mentale avec en fait de nombreuses ouvertures possibles. Alors, j'espère que le son est bon. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat s'il y a un quelconque ennui. Je vais aller fermer une porte parce que j'ai un petit peu de bruit autour de moi, de façon à ce que... Voilà, la porte étant fermée, peut-être que le bruit passe par le plafond, mais on a fait de notre mieux pour se trouver dans des bonnes conditions. Donc, on en est, comme je viens de vous l'indiquer, à cette 16e édition, première diffusion mercredi 23 août. Tu te gouvernes, je me gouverne. Merci pour la confirmation, Michel Gouad, concernant le son. Par définition, en l'absence d'autorité, personne n'aurait le pouvoir ou le droit de proclamer « c'est ainsi que les choses doivent être faites ». Pourtant, c'est le seul modèle de pensée que la plupart des autoritaires ont jamais exigé. Ceux qui réalisent qu'ils n'ont ni la capacité ni le droit de contrôler l'ensemble de l'humanité ne pensent pas en termes de plan directeur pour la race humaine. Ils pensent plutôt à la seule chose qu'ils peuvent vraiment contrôler, leurs propres actions. Ils pensent en termes de « que dois-je faire à ce sujet ?» au lieu de « que dois-je demander au maître de faire à ce sujet ?» Ils n'ont pas l'arrogance ou l'illusion de penser qu'ils ont le droit ou la capacité de faire des choix pour l'ensemble de l'humanité. Ils font leurs propres choix et acceptent la réalité inévitable que d'autres personnes feront des choix différents. Alors, dans ce premier paragraphe, comme vous l'entendez bien, il est question de cette manière de penser de la plupart d'entre nous. Et ce paragraphe, pour en faire une synthèse avant de passer au suivant, a commencé par cette sorte de citation. En l'absence d'autorité, personne n'aurait le pouvoir ou le droit de proclamer « c'est ainsi que les choses doivent être faites ». Vous comprenez bien que c'est l'autorité qui va poser tous les problèmes que nous avons évoqués dans les trois premières parties de l'ouvrage. La bonne nouvelle, c'est que dans cette partie 4, eh bien, on commence à visualiser de plus en plus précisément ce que pourrait être ce monde dans lequel nous serions libérés de la superstition la plus dangereuse selon l'auteur, qui est la croyance en la nécessité d'un gouvernement, la croyance qui fait que sans gouvernement, nous pensons que nous vivrions les uns et les autres dans un chaos, que nous serions incapables de nous organiser, bref, qu'il n'y aurait aucune autre alternative. Alors, paragraphe numéro 2, toujours pour ce thème « Tu te gouvernes, je me gouverne », eh bien, d'un point de vue pratique, il est absurde de penser qu'un système de contrôle centralisé dans lequel une poignée de politiciens avec leur compréhension et leurs expériences limitées, élabore un plan directeur et l'impose ensuite à tous les autres, fonctionnerait mieux que la comparaison et la combinaison des connaissances, de l'ingéniosité, de l'expertise de centaines de millions d'individus par le biais d'un réseau d'échanges et de coopération mutuellement volontaires. Quel que soit l'objectif poursuivi, production alimentaire,
Écoutez bien, vous voyez qu'il y a des alternatives, construction de routes, protection contre les agresseurs ou autres, les idées issues du chaos de millions de personnes essayant différentes inventions et solutions seront toujours meilleures que celles d'une poignée d'hommes politiques. Ça, c'est une phrase essentielle à bien comprendre, quel que soit l'objectif poursuivi, production alimentaire, construction de routes, protection contre les agresseurs ou autres, les idées issues du chaos de millions de personnes essayant différentes inventions et solutions, écoutez bien la fin, seront toujours meilleures que celles d'une poignée d'hommes politiques. Cela est d'autant plus vrai que les politiciens imposent leurs idées à tout le monde par le biais de la loi, même s'il s'agit de mauvaises idées qui ne plaisent à personne, alors que les idées du marché libre doivent être suffisamment bonnes pour que les autres les soutiennent volontairement. Fin du deuxième paragraphe. N'hésitez pas à poster sur le chat, comme je vous y ai incité en tout début d'émission, les mots, les expressions employées. Alors, ce paragraphe a commencé par d'un point de vue pratique. Voilà, parfois on se souvient mieux de l'amorce et de la conclusion. Et le dernier mot était volontairement. Voilà. Alors là, nous avons des réponses à cette question. Que pourrions-nous mettre en place à la place de ce que nous attendons actuellement d'un gouvernement qui n'a rien d'autre en fait qu'un système, c'est encore une expression de ce paragraphe, de contrôle centralisé. Voilà une expression que vous pourriez poster. Pour l'instant, je le fais pour vous à titre d'exemple. On a parlé bien sûr d'une poignée de politiciens qui, en fait, agissent censément en notre nom, mais qui en réalité font ce qu'ils ont envie. Il est bien rare que la collecte de l'avis des citoyens, pour ne pas dire jamais, soit faite d'une manière correctement. Donc une poignée de politiciens, vous voyez à quel point c'est absurde de considérer qu'une poignée d'entre nous ferait mieux que si nous avions organisé la collecte des besoins des uns et des autres. Et si vous voulez, nous n'aurions pas autant d'ingéniosité et d'expertise si nous étions des centaines de millions d'individus. Et évidemment, là, ce qui va permettre à ces millions d'individus de s'organiser, c'est un réseau d'échange et de coopération. Voilà une expression que vous auriez pu noter. Donc, un réseau d'échange et de coopération mutuellement volontaire. Donc, voilà, réseau d'échange et de coopération mutuellement volontaire. Troisième paragraphe. Malgré l'incroyable prospérité déjà créée par le commerce relativement libre et anarchique et la coopération mutuelle, l'idée que des personnes puissent coexister sans être toutes contrôlées et réglementées par un quelconque plan directeur reste incompréhensible pour la plupart des étatistes. Un mot à bien noter. Vous pouvez noter en nombreux paragraphes, la plupart des étatistes, je rappelle que il s'agit là des partisans du gouvernement, la plupart des étatistes n'ont même jamais commencé à envisager la possibilité d'être véritablement en charge de leur propre vie. Tout dans la société autoritaire moderne forme les gens à être des sujets loyaux d'un système de contrôle au lieu de les former à ce qu'ils devraient être des entités souveraines, une expression à noter, capables de comprendre les choses par elles-mêmes, d'interagir avec les autres sur un pied d'égalité, de répondre de leurs actes devant leur propre conscience avant toute chose. Pour la plupart des gens, l'idée d'un monde où ce sont eux qui doivent résoudre les problèmes, régler les différends, aider ceux qui ont besoin d'aide, se protéger et protéger les autres, sans pouvoir s'en remettre à une autorité toute puissante, est un concept complètement étranger et terrifiant. Ils adorent prôner des solutions autoritaires, mais ne veulent même pas se prendre en charge et encore moins être personnellement responsables du fonctionnement de la société. Et leur croyance en l'autorité est ce qu'ils utilisent pour tenter d'échapper à cette responsabilité et aux réalités de la vie. Fin de ce troisième paragraphe. Alors, vous avez noté l'expression qui revient également souvent, qui est la croyance en l'autorité.
qui va servir de racine à cette superstition qu'on ne peut pas se passer d'un gouvernement. On a parlé évidemment dans ce troisième paragraphe de coopération mutuelle. Alors évidemment, si vous jouez le jeu de poster sur le chat, vous allez sentir à quel point, de manière bien plus concrète, comment ça vient muscler votre attention, votre écoute. Et puis, on a parlé de société autoritaire. On a également parlé d'une autorité toute puissante. Voilà pour quelques-unes des mots et des expressions employées. Alors, si chacun jouait le jeu d'en poster 3 ou 4, je pense qu'on arriverait à un résumé tout à fait satisfaisant du paragraphe. Donc, 1, 2, 3, on arrive au 4e paragraphe sur ce thème « Tu te gouvernes, je me gouverne ». Merci Tchelwad pour coexister. La vie d'un animal en cage, voilà encore une expression à noter, est à bien des égards plus facile que la vie à l'état sauvage, autre expression. Vous voyez, il y a fréquemment des phrases qui jouent sur des cadres de contraste, hein, de choses qui sont à peu près l'opposé, comme un animal en cage et là, la vie à l'état sauvage. De même, la vie d'un esclave humain irréfléchi peut être plus prévisible et plus sûre qu'une vie de responsabilité. Là encore, deux termes presque en opposition, la vie d'un esclave humain irréfléchi ou carrément en opposition, et puis une vie de responsabilité. Mais tout comme la vie dans la nature rend les animaux plus forts, plus intelligents et beaucoup plus aptes à prendre soin d'eux-mêmes, l'abandon du mythe de l'autorité obligera les êtres humains à être plus intelligents, plus créatifs, plus compatissants et plus moraux. Alors, dites-moi si vous y avez déjà réfléchi, c'est extrêmement stimulant, évidemment, lorsqu'on commence à comprendre tout ça. Cela ne veut pas dire que tous les gens, sans la croyance en un gouvernement, seront sages, gentils et généreux. Mais si des millions d'individus comprenaient qu'il leur appartient personnellement de rendre le monde meilleur, au lieu de se contenter de jouer docilement le rôle qui leur est assigné dans le plan d'ensemble de quelqu'un d'autre, tout en criant au gouvernement de tout arranger, cela libérerait un niveau de créativité, d'ingéniosité, vous voyez tous des mots qu'on peut noter, et de coopération humaine, créativité, ingéniosité et coopération humaine, au-delà de ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Fin de ce paragraphe et fin du premier thème. Donc, vous avez peut-être retenu les derniers mots, au-delà, les derniers mots plutôt, qui sont au-delà. Merci César pour ton poste. Au-delà donc de ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Ça, c'est les derniers mots de ce paragraphe que je viens de vous lire. César vient de nous poster, comme vous le voyez vous-même sur le chat, les termes d'esclave autonomie. On aurait également pu poster évidemment les expressions que je vous ai proposées en tête de paragraphe, à savoir la vie d'un animal en cage. Et vous voyez, même si c'est tapé sur un clavier ou autre, c'est déjà une action physique. Alors, VS, la vie à l'état sauvage, quoi. Hein. Voilà, donc ça a introduit en quelque sorte le paragraphe. Et puis, l'auteur nous parle d'abandon, évidemment, du mythe de l'autorité. Ça revient tout au long du livre, puisque c'est le thème principal. Donc, cette autorité étant placée entre guillemets, dans le sens où elle n'a absolument rien d'absolu, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous semblent penser ou croire. Alors, le mythe de l'autorité, l'abandon en tout cas, du mythe de l'autorité ont été mentionnés dans ce paragraphe. Et puis également, on a encore retrouvé l'expression croyance en un gouvernement. C'est vraiment ce qui fonde l'analogie qu'un gouvernement serait au final semblable à une religion dans laquelle on croit à quelqu'un ou à quelque chose. Ben là, on croit en un gouvernement. Et puis, au lieu de demander à ce gouvernement de régler tous nos problèmes, il en découle beaucoup d'ingéniosité, de créativité, puisque chacun apprend à faire appel à ses nombreuses compétences et puis surtout beaucoup de coopération humaine. Donc, c'est des mots
que je vous incite évidemment à restituer. Donc, je les poste encore pour vous, mais vous pouvez très bien les écrire aussi de votre côté. Créativité, ingéniosité, voilà quelques bénéfices, je l'espère, attractifs pour vous. En tout cas, ils le sont pour moi. Donc, voilà des choses qui vont être les bénéfices de cet abandon dans la croyance en la nécessité d'un gouvernement. Alors, nous arrivons au bout d'environ 25 minutes de cette émission au deuxième thème du jour, lequel est, comme vous le voyez à l'écran, une autre société. Une autre société. Aujourd'hui, la plupart des gens associent l'idée que, écoutez bien, placé entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut. Donc la plupart des gens associent l'idée que chacun fait ce qu'il veut au chaos et à la mort, comme s'il y avait une équation, chacun fait ce qu'il veut égale chaos plus mort. Et associe l'obéissance et le respect de la loi à une deuxième équation, obéissance plus respect de la loi égale ordre plus civilisation. Donc je reprends cette première phrase. Aujourd'hui, la plupart des gens associent l'idée que chacun fait ce qu'il veut au chaos et à la mort, et associent l'obéissance et le respect de la loi à l'ordre et à la civilisation. Cependant, sans le mythe de l'autorité, les gens auraient un état d'esprit très différent. Sans autorité à suivre aveuglément et à laquelle obéir, sans pouvoir pleurnicher auprès des pouvoirs en place pour qu'ils arrangent tout, les gens devraient trouver par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal et comment résoudre les problèmes. Certains pourraient prétendre que les êtres humains sont trop myopes, paresseux et irresponsables pour gérer leur propre vie. Mais c'est précisément la croyance en l'autorité qui leur a permis de devenir si paresseux et impuissants. Tant qu'ils ont cru qu'il n'était pas de leur ressort d'arranger les choses, de résoudre les problèmes, et qu'il leur suffisait d'obéir à leur maître, agissant comme des pions irréfléchis dans le plan de quelqu'un d'autre, ils n'ont pas eu besoin de grandir. J'espère que vous allez noter cette expression, les amis. Ils n'ont pas eu besoin de grandir. Mais en se débarrassant de la superstition, autre expression à noter puisqu'elle est dans le titre du livre, on se rend compte qu'il n'y a rien sur terre au-dessus de soi. Là encore, expression fondamentale, il n'y a rien sur terre au-dessus de soi, ce qui signifie qu'on est responsable de ses propres actions ou inactions. C'est à soi qu'il incombe de rendre le monde meilleur, c'est à soi qu'il incombe de faire en sorte que la société fonctionne. Alors c'est le moment de noter les mots, les expressions employées, les amis. C'est à soi qu'il incombe de rendre le monde meilleur. Et qu'est-ce que vous avez encore retenu? On a parlé de ces équations en début de paragraphe. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous les mets comme une équation. Ça serait égal au chaos plus mort. Voilà une manière de traduire une des premières phrases de ce paragraphe. Et puis de la même manière, on aurait une autre équation dans laquelle obéissance plus respect de la loi, eh bien, qu'est-ce que ça produirait? Ordre plus civilisation. Donc voilà une manière un peu mnémotechnique ou mathématique, c'est selon, de transcrire tout ça. Et puis on a encore parlé du mythe de l'autorité pour bien que ça rentre. Voilà. Et puis, on a parlé sans doute, alors quelqu'un a noté à juste titre, merci César, de pions irréfléchis, tout à fait. Donc voilà pour quelques, on a parlé aussi bien sûr des pouvoirs en place. Voilà, donc merci pour tous ceux qui participent sur le chat. Vous savez que plus on sera nombreux, plus on va assister à un résultat magique qui s'appelle la coopération. Donc voilà, et c'est très, très important d'apprendre à coopérer ensemble. Une milice privée, par exemple. Alors, j'ai sauté un paragraphe, on va tâcher de revenir au bon endroit. Il y a certainement déjà des étatistes qui essayent de faire une différence positive, mais le plus souvent, leur croyance en l'autorité transforme leurs bonnes intentions en mauvaises actions, pervertit leur compassion
en violence. Là encore, vous voyez les transformations qui s'opèrent et transforment leur productivité en carburant de l'oppression. Voilà une expression à noter. Merci Isabelle de nous avoir rejoints. Ça nous fait très plaisir que tu sois là. N'hésitez pas à vous saluer les uns et les autres, comme Isabelle vous y invite. Par exemple, de nombreuses personnes qui s'engagent dans les forces armées le font dans le noble but de défendre leurs compatriotes contre des puissances étrangères hostiles. Et beaucoup de ceux qui deviennent officiers de police le font avec l'intention d'aider les gens et de protéger les bonnes personnes contre les mauvaises. Cependant, une fois qu'ils deviennent des agents de la bête mythique, connue sous le nom de gouvernement, ils cessent immédiatement de défendre leurs propres valeurs et leur propre perception du bien et du mal. Voilà encore des expressions à noter pour devenir des exécutants des caprices arbitraires, notez bien l'expression, des caprices arbitraires des politiciens. Dans tous les gouvernements de l'histoire, ceux qui prétendaient être des défenseurs se sont rapidement, voire immédiatement transformés en agresseurs. Vous voyez, transformation, défenseur, devient l'agresseur du simple fait d'être politique et de faire partie d'un gouvernement. Le premier acte de presque tous les régimes est d'imposer une sorte de taxation, de voler de force ses sujets, généralement sous l'excuse absurde qu'ils doivent le faire pour être en mesure de protéger le peuple contre les voleurs. Il est donc ironique que tant de gens acceptent l'idée que le gouvernement est la seule entité capable de protéger les bons contre les méchants. En vérité, ce n'est qu'en l'absence de la superstition de l'autorité que les bonnes intentions des protecteurs et défenseurs potentiels peuvent réellement servir l'humanité. Notion très importante. Merci d'avoir restitué ces deux termes, agresseur vs défenseur. On a terminé ce paragraphe sur l'expression servir l'humanité. Alors, notez les mots, les expressions employées. Pour ceux qui nous rejoignent, vous savez que c'est le petit jeu à la fin de chaque paragraphe pour faire en sorte que votre écoute soit la plus active et interactive possible, puisque c'est notre marque de fabrique, si je puis dire ainsi. On a parlé aussi des fameux étatistes, ceux qui ont la croyance en la nécessité d'un gouvernement et en son utilité. Et on a parlé aussi de faire une différence positive, une expression chère, entre autres choses, Anthony Robbins, pour ceux qui ont participé à ces stages, faire une différence positive ou lu ses livres. Voilà. On a parlé une fois de plus de croyance en l'autorité. Donc voilà, c'est un petit exercice qui demande un effort, mais c'est cet effort qui produit notre engagement à bien comprendre et à bien intégrer. Et puis on a cité différents personnes qui appliquent les ordres du gouvernement, tels que les officiers de police, et de leur intention souvent bonne au départ, qui consiste à protéger les bonnes personnes contre les mauvaises. Alors le mot intention est donc important, mais vous savez qu'entre l'intention et la réalité, il y a parfois toutes sortes de perversions. Donc avec une intention de départ géniale, on peut arriver à une sorte de calamité. Et puis on a parlé de la perception du bien et du mal. Et puis on a parlé d'une expression, je ne sais pas si vous l'avez retenue, qui est les caprices arbitraires des politiciens. Alors si vous en avez la possibilité, c'est évidemment plus facile pour cette restitution. Je vous invite à écouter cette émission à partir d'un ordinateur. Vous aurez un clavier qui vous rendra vraisemblablement plus véloce. Alors, merci à tous ceux qui nous rejoignent, merci à My Love et merci à chacun d'entre vous d'être parmi nous. Vous êtes une quinzaine à cette heure-ci. Eh bien, écoutez, soyez en quelque sorte bénis de vous intéresser à ce sujet. Une milice privée, par exemple, constituée dans le but de défendre une certaine population contre des envahisseurs étrangers, qui n'est pas supposée par ses membres ou par quiconque avoir une quelconque autorité spéciale, sera guidée par la conscience personnelle de chacun de ses membres. Une telle organisation
peut être un moyen extrêmement efficace d'exercer une force défensive justifiée, tout en étant à l'abri de la corruptibilité habituelle des raquettes de protection autoritaires. Alors notez les mots, les expressions au fur et à mesure que vous les entendez, il y en a déjà pas mal dans ces premières lignes. Un membre d'une milice privée, hein, l'expression milice privée qui ne souffre pas de l'illusion de l'autorité, ne pourrait pas et ne voudrait jamais utiliser l'excuse de simplement suivre les ordres pour essayer de nier la responsabilité de ses propres actions. S'il a recours à la violence, il sait, comme tout le monde autour de lui, qu'il a personnellement fait ce choix, qu'il en est personnellement responsable et qu'il devrait personnellement être tenu pour responsable de ses actes. En bref, une milice privée non autoritaire ne peut devenir oppressive que si chacun de ses membres choisit personnellement d'agir de la sorte. En revanche, les armées gouvernementales peuvent devenir oppressives à cause d'une seule personne véritablement malveillante dans la chaîne de commandement, si ceux qui se trouvent en dessous d'elle ont été efficacement formés à suivre fidèlement les ordres. Donc, vous voyez que dans ce paragraphe, comme tu le fais bien remarquer, chez le Guad, eh bien, on a parlé de milices privées qui seraient bien davantage à l'abri de la corruption et qui seraient guidées par la conscience personnelle. On a parlé à l'abri, d'accord, merci de la correction. Et puis, cette milice privée serait guidée par sa conscience personnelle. Il semble que beaucoup d'entre nous sous-estiment l'importance de cette conscience. Merci Isabelle, impeccable lecture avec des phrases difficiles à dire à haute voix. Merci de tes encouragements, ça nous va droit au cœur. Alors, on a parlé également des raquettes habituelles, de la corruptibilité, un nom difficile à prononcer, corruptibilité habituelle des raquettes de protection. Corruptibilité habituelle, et puis je m'en tiendrai là pour ma restitution, mais je vous encourage à continuer à m'accompagner dans ce travail de restitution, donc des raquettes de protection. Alors, vous l'avez compris, à chaque émission, le but n'est pas d'en lire un maximum, mais d'en retenir un maximum. Et pour ça, il vaut parfois mieux en lire bien peu et en retenir beaucoup que d'en lire beaucoup et d'en retenir bien peu. Alors, voilà pour cette fin. Non, il y a encore un paragraphe. Sans le mythe de l'autorité, tout le monde n'agira pas de manière responsable ou charitable. Ça, il faut bien en avoir conscience. Mais lorsque chaque personne accepte d'être responsable d'elle-même, il est beaucoup moins probable que des gens bien fassent le travail de gens mal intentionnés, comme c'est constamment le cas aujourd'hui, en raison de la croyance en l'autorité, une expression consacrée dans ce livre. Les étatistes ont souvent peur de ce que certains individus pourraient faire s'ils n'étaient pas freinés par le gouvernement. Ce qu'ils devraient craindre cependant, c'est ce que ces individus peuvent faire s'ils deviennent le gouvernement. Les dégâts qu'un individu hostile et malveillant peut causer par lui-même ne sont rien comparés aux dégâts qu'une figure d'autorité hostile et malveillante peut causer par l'intermédiaire de personnes obéissantes, mais par ailleurs bonnes. En d'autres termes, retenez bien la fin, si le mal n'était commis que par des personnes malveillantes, le monde serait bien meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui, avec des personnes fondamentalement bonnes qui commettent constamment des actes malveillants parce qu'une autorité perçue leur a dit de le faire. Je répète la dernière phrase tellement elle est chargée de sens. En d'autres termes, si le mal n'était commis que par des personnes malveillantes, le monde serait bien meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui, avec des personnes fondamentalement bonnes qui commettent constamment des actes malveillants parce qu'une autorité perçue leur a dit de le faire. Et je vous renvoie à l'expérience bien décrite dans une émission précédente qui s'appelle l'expérience de Milgram. Et comme tu le fais remarquer à juste titre, Isabelle, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, est-ce que c'est aussi votre conviction, puisque là, nul doute que c'est la mienne, que si le mal n'était commis que par des personnes malveillantes, le monde serait bien meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui, avec des personnes qui, pour la plupart d'entre nous, il faut le rappeler encore et encore, sont fondamentalement bonnes, mais qui peuvent être amenées à commettre constamment des actes malveillants simplement parce qu'une autorité perçue leur a dit de le faire.
Voilà, alors 1000 grammes puisque, ça te rappelle ou ça te parle, eh bien, je vous rappelle que, on en a parlé, abondamment dans une émission qui, paraît déjà ancienne, tellement on a abordé de sujets depuis plusieurs semaines. Mais voyez, c'était l'émission numéro 6, donc je vous renvoie à cette émission que vous trouverez, parmi, dans la playlist, en fait, de toutes nos émissions. Vous voyez, émission numéro 6 du 1er août, hein. Alors, en ce qui concerne, la playlist, sauf erreur, vous devriez l'avoir sous les yeux, vous voyez? Vous trouvez cette playlist sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna, et donc, on y ajoute au fur et à mesure les nouvelles émissions. Donc il vous est très facile, une fois que vous avez accédé à la playlist, eh bien, d'écouter, les émissions dans l'ordre, et comme ça de garder, de la suite dans les idées, dans votre écoute, en tout cas de la cohérence, I comme Icare, voilà. Et puis, qu'est-ce que alors, je suis peut-être naïve, mais je me vois mal appuyer sur le bouton pour envoyer l'électricité. A priori, ce ne serait pas forcément toi qui appuierais sur le bouton. Il y a certainement des gens à qui ça plairait, je ne sais pas si je te comprends bien, mais à qui ça plairait de le faire. Donc il s'agit évidemment pas, la souveraineté, ça ne veut pas forcément dire l'autonomie intégrale de tout faire par soi-même, mais ça veut dire devant, l'impossibilité de se réfugier en aboyant, je dis ça avec mes mots, après un gouvernement pour qu'il, abonde dans le sens de nos besoins, ça veut dire qu'on se prendrait en charge, avec nos voisins et avec des réseaux évidemment bien plus étendus dans lesquels il y aurait les différentes spécialisations nécessaires. Alors ça ne veut pas dire qu'on refondrait forcément une, et probablement d'ailleurs très différemment, on ne refondrait pas une société sur le modèle de celle que nous connaissons. Elle serait probablement, bien mieux organisée, au fur et à mesure qu'on comprend les tenants et les aboutissants du mythe de l'autorité. Alors, on arrive aujourd'hui, à ce thème. Je vous remets le sommaire sous les yeux. Donc j'espère que vous avez compris à quel point cette, liste de diffusion peut être une aide sérieuse si on veut avoir le fil conducteur de nos lectures, et la découpe qui correspond au document PDF que vous pouvez télécharger. Donc en fait, vous devriez, pouvoir faire un excellent, excellent travail, à la fois d'intégration personnelle, peut-être, y trouver de l'inspiration. En tout cas, c'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Et puis, vous pourriez, et c'est surtout ça le but, accélérer, le nombre de gens qui ont peut-être besoin de réfléchir, non seulement aux limites d'un gouvernement, hein. Je crois qu'avec tout ce qu'on vit, il y a quand même suffisamment d'exemples pour voir ces énormes limites, cette corruption, absolument ahurissante. Et si on ne veut pas être condamné à se plaindre sans arrêt, eh bien, il faut évidemment, envisager de pouvoir faire autrement. Alors, vous voyez que dans ce deuxième thème du jour, qui rentre toujours, dans cette partie 4, qui nous décrit, thème par thème, la vie sans superstition. Eh bien, maintenant, dans cette vie sans superstition, le thème est une autre, des règles. Alors, attendez, où est-ce qu'on en est là? Des règles d'un autre type. Je crois que c'est bien, ça, là où on en est. Alors, on avait terminé le paragraphe précédent par cette phrase: en d'autres termes, si le mal n'était commis que par des personnes malveillantes, le monde serait bien meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui, avec des personnes fondamentalement bonnes qui commettent constamment des actes malveillants parce qu'une autorité perçue leur a dit de le faire. Et ça n'était pas sans rappeler, comme tu l'as perçu Isabelle, l'expérience de Milgram, qui est dans l'émission du 1er août, numéro 6 de mémoire. On aborde maintenant des règles d'un autre type. Sans la croyance en un gouvernement, les communautés développeraient presque certainement des règles. Écoutez bien ça, c'est très important. Sans la croyance en un gouvernement, les communautés développeraient presque certainement des règles qui, à première vue, pourraient ressembler à ce que l'on appelle aujourd'hui des lois. Mais il y aurait une différence fondamentale. Il est à la fois légitime et utile d'écrire et de publier à la vue de tous des déclarations sur les conséquences de certains actes. Comprenez bien cette phrase, il est à la fois légitime et utile d'écrire et de publier à la vue de tous des déclarations sur les conséquences de certains actes. Les habitants d'une ville peuvent, par exemple, faire savoir que si vous êtes pris en train de voler dans leur ville, vous serez soumis à des travaux forcés jusqu'à ce que vous remboursiez à votre victime le triple de ce que vous avez volé. Ou encore, les habitants d'un quartier
peuvent faire savoir que si vous êtes pris en train de conduire en état d'ébriété, ils prendront votre voiture et la feront rouler dans un lac. Mais si de tels décrets constituent des menaces, ils sont fondamentalement différents de ce que l'on appelle aujourd'hui des lois, et ce pour plusieurs raisons. Donc on va évoquer maintenant successivement 4 raisons qui font de ces décrets quelque chose de très différent d'une loi. Eh bien, merci de nous rejoindre, Adam, le début et la fin. C'est plaisir de vous intéresser à ce livre fondamental dont je remonte la couverture pour ceux qui viennent de nous rejoindre, The Most Dangerous Superstition, un livre de Larken-Rose qu'on tâche de lire de la manière la plus active et interactive possible, soit en postant les réactions qu'on perçoit en nous à l'écoute de tel ou tel passage, soit en restituant paragraphe par paragraphe les mots, les expressions employées. Donc, si de tels décrets constituent des menaces, ils sont fondamentalement différents de ce que l'on appelle aujourd'hui des lois, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, ceux qui profèrent effectivement les menaces, ceux qui décident des représailles qu'ils se sentent personnellement en droit d'infliger à ceux qui nuisent à leurs voisins ou les mettent en danger, porteraient seuls la responsabilité de proférer et de mettre à exécution de telles menaces. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, les menaces ne nécessiteraient ni élection ni consensus. Une personne ou un millier de personnes conjointement pourraient émettre un avertissement sous la forme suivante. Si je te surprends en train de faire ceci, je te ferai cela. Les menaces ne seraient pas considérées comme la volonté du peuple, mais seulement comme une déclaration des intentions de ceux qui émettent l'avertissement. Troisième raison, la légitimité de ces menaces serait jugée non pas en fonction de l'auteur des menaces, mais en fonction de l'adéquation, aux yeux de l'observateur, entre la conséquence menacée et le délit commis. Personne ne se sentirait obligé d'accepter ou de respecter une telle menace s'il la jugeait injuste ou injustifiée. Quatrième raison, ces avertissements ne prétendraient pas modifier la moralité, ni inventer de nouveaux crimes, et personne n'imaginerait que ces avertissements sont légitimes simplement parce qu'ils ont été émis, comme les gens considèrent aujourd'hui les lois autoritaires. Au contraire, ces avertissements constitueraient simplement des déclarations sur ce que les auteurs des menaces considèrent comme justifié. Par conséquent, au lieu d'utiliser la formule autoritaire « nous rendons illégal ce qui suit », les avertissements correspondraient à ce modèle « je crois que si vous faites ceci, j'ai le droit de répondre de cette manière. Je crois que si vous faites ceci, j'ai le droit de répondre de cette manière. » Fin pour ces 4 raisons qui vous montrent que des décrets qui constituent donc des menaces sont fondamentalement différents de ce que l'on appelle aujourd'hui des lois. Alors, je vous remets le sommaire sous les yeux pour qu'on soit bien tous conscients qu'on est dans ce paragraphe qui s'appelle « Des règles d'un autre type ». De nombreuses personnes ayant été formées au culte de l'autorité, voyez encore une analogie avec les religions, seraient terrifiées par une telle méthode d'interaction humaine non centralisée et libre pour tous. L'expression était emplacée entre guillemets, libre pour tous. Mais que se passerait-il si, demandera l'étatiste, quelqu'un écrivait une menace disant que si je n'aime pas votre religion, votre style de coiffure ou vos choix alimentaires, je vous tuerai. L'examen de cette question dans le contexte d'une société qui souffre encore de la superstition de l'autorité et dans le contexte d'une société qui n'a pas cette croyance montre à quel point la superstition de l'autorité est dangereuse. Il est vrai qu'en l'absence de la croyance en un gouvernement, un individu pourrait menacer de violence dans des situations injustifiées. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde pensera et se comportera automatiquement correctement s'il n'y a pas de dirigeant, mais que de telles tendances malveillantes chez les êtres humains seraient beaucoup moins dangereuses et destructrices sans la croyance en l'autorité pour les légitimer. Alors notez au moins les mots de la fin de ce paragraphe, sans la croyance en l'autorité pour les légitimer.
Voici un exemple. Par exemple, comparez ce qui se passe lorsque certains individus s'opposent avec véhémence à la consommation d'alcool et lorsque l'autorité l'interdit. Il est possible, bien que peu probable, qu'un individu dans une société sans État puisse de lui-même déclarer: je considère la consommation d'alcool comme un péché, et si je découvre que vous avez bu, je viendrai chez vous avec un fusil pour vous remettre dans le droit chemin. Toute personne qui agirait ainsi serait presque certainement persuadée, sinon par un raisonnement poli, du moins par la menace d'une violence en représailles, qu'elle ne devrait pas mettre sa menace à exécution et qu'elle devrait cesser de proférer de telles menaces. Il est évident qu'une seule personne ne peut pas, à elle seule, infliger l'oppression à des millions de buveurs de bière. Même parmi ceux qui considèrent également la consommation d'alcool comme un péché, même s'il s'agit d'une majorité, peu se sentiraient justifiés d'essayer d'imposer par la force leur point de vue à d'autres. Qu'ils reconnaissent qu'une telle agression est injustifiée ou qu'ils aient simplement peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils essayaient, de toute façon, les conflits violents seraient évités. Et ça, c'est le mot de la fin de ce paragraphe, qui constitue essentiellement en un exemple. Donc, voyez, mot de début, par exemple, mot de la fin, les conflits violents seraient évités. Paragraphe suivant, toujours pour développer le thème des règles d'un autre type. En revanche, supposons qu'un groupe de personnes portant l'étiquette de gouvernement déclare l'alcool illégal et crée une bande d'hommes de main lourdement armés pour traquer et emprisonner toute personne surprise en possession d'alcool, puisque cela s'est réellement produit. Il n'est pas nécessaire de théoriser sur les résultats. Avec la promesse de résoudre la plupart des maux de la société et avec le soutien de l'opinion publique, la classe dirigeante américaine a promulgué la prohibition de l'alcool en 1920. La consommation d'alcool s'est poursuivie, légèrement réduite, et un marché noir de la production et de la distribution d'alcool a immédiatement vu le jour. Un marché extrêmement rentable, mais illégal, a donné lieu à des conflits violents, à une montée en flèche du crime organisé et d'autres formes de criminalité, à une corruption généralisée au sein du gouvernement, ainsi qu'à des tentatives brutales d'écraser le commerce de l'alcool. Au vu des résultats concrets de la prohibition, une majorité de la population s'y est rapidement opposée et a exigé l'abrogation du 18e amendement qui autorisait la prohibition au niveau fédéral. Bien entendu, la fin de la prohibition a entraîné la fin de toutes les violences qui y étaient liées, qu'il s'agisse de la violence gouvernementale ou de la violence privée. Alors, merci d'avoir noté le mot effectivement prohibition. Et comme tu le fais bien remarquer, en tout cas c'est ce que je vis pour moi, je ne vous le cache pas, belle synthèse, ce livre change totalement un homme avec un grand H. Tout à fait. Et je vous rappelle que ce qui nous a amené à lire le livre, eh bien, c'est les conseils de cet auteur que vous avez sous les yeux, qui s'appelle Marc Passio. Marc Passio, comme vous le voyez sur la diapositive actuellement à l'écran, eh bien, a entre autres choses, produit c'est un homme étonnant. Si vous allez sur son site, vous allez apprendre beaucoup. Alors certes, beaucoup de choses sont en anglais, mais vous allez voir qu'un homme qui a collecté des données incroyables qui pourraient nous convaincre, si nous n'en étions pas déjà convaincus, de l'importance de suivre ce qu'il appelle la loi naturelle. Et donc, il a produit à ce sujet 5 conférences qui sont de toute beauté, d'un très très grand intérêt. Et dans la conférence numéro 3 sur la loi naturelle, là encore, on vous a créé une playlist pour vous faciliter, je l'espère, le travail. Et donc, dans cette playlist consacrée à la loi naturelle, hein, vous voyez qu'il faut qu'on s'organise. Alors, c'est ce qu'on tâche de mettre en application pour notre part. Eh bien, dans la loi naturelle 3 sur 5, comme vous le voyez au milieu à droite de l'écran, vous allez trouver les 2 conseils fondamentaux de Marc Passio, qui sont de lire le présent livre qui fait l'objet de ces émissions, et puis également de vous procurer, on le trouve maintenant facilement sur Internet, ce livre-là qui s'appelle La fin du mal, La fin du mal, de Jérémy Locke. C'est environ 5 €. Donc, avec ces 2 livres, vous allez bien tirer un bien meilleur parti, si j'en crois mon expérience, de ces fameuses
conférence qui est en fait cette planche-ci. Donc, playlist, cherchez sur notre chaîne YouTube sur les pas de Pierre et Léna, la playlist sans doute intitulée Marc Passio, la loi naturelle. Marc Passio, comme passion sans le N à la fin, la loi naturelle. On revient donc à notre sommaire, sachant qu'on est en train d'évoquer des règles d'un autre type. Alors, on était en train de parler d'un groupe de personnes portant l'étiquette de gouvernement. C'est une expérience vécue aux États-Unis qui a déclaré l'alcool illégal et ça a débouché sur la prohibition. Alors, dans cet exemple et dans d'innombrables autres, on peut voir que laissés à eux-mêmes, la plupart des gens n'essayeront pas d'imposer par la force leurs préférences aux autres, mais feront tout leur possible pour éviter les conflits violents. Cependant, s'il existe un gouvernement que les gens peuvent utiliser pour imposer leurs valeurs aux autres, ils le supplieront volontiers de le faire et n'éprouveront ni honte ni culpabilité pour l'avoir fait. Vous voyez, deux comportements très différents selon que l'on compte sur un gouvernement ou simplement sur soi-même. Si chaque personne qui profère ou tente de proférer une menace ou une règle, comme on pourrait l'appeler, devait assumer la responsabilité personnelle de l'avoir fait et assumer elle-même le risque, très peu de gens seraient aussi enthousiastes à l'idée de menacer leurs voisins. Mais avec le véhicule de l'autorité, tous ceux qui croient au gouvernement menacent régulièrement tous leurs voisins et n'acceptent aucune responsabilité et n'assument aucun risque pour l'avoir fait. En bref, la croyance en l'autorité fait de tous ceux qui y croient des voyous et des lâches. Conclusion de ce paragraphe. En bref, la croyance en l'autorité fait de tous ceux qui y croient des voyous et des lâches. Dernier paragraphe de cette émission, une organisation sans autorité. Pour une fois, on va peut-être rentrer, ou presque, dans l'heure prévue. Alors, une organisation sans autorité. Après avoir mentionné les façons dont la société humaine changerait en l'absence du mythe de l'autorité, il est tout aussi important de noter les choses qui ne changeraient pas. Pour une raison quelconque, certaines personnes semblent penser que l'anarchie, une société sans classe dirigeante, équivaut au chacun pour soi, chaque personne devant cultiver sa propre nourriture, construire sa propre maison, etc. L'implication d'une telle croyance est que la coopération humaine et le commerce ne se produisent que parce que quelqu'un est en charge. Bien entendu, ce n'est pas le cas, et cela ne l'a jamais été. Les gens échangent et coopèrent pour leurs bénéfices mutuels, comme en témoignent les millions d'entreprises et de transactions qui ont déjà lieu sans l'intervention d'un quelconque gouvernement. Les supermarchés sont des exemples de moyens très organisés et étonnamment efficaces de distribution de denrées alimentaires, qui impliquent plusieurs milliers d'individus dont aucun n'est contraint de participer, mais chacun le fait pour son propre bénéfice. Qu'il s'agisse des agriculteurs, des chauffeurs de camions, des magasiniers, des caissiers, des gérants de magasins ou des propriétaires de chaînes de magasins entières, chacun fait ce qu'il fait parce qu'il en tire un bénéfice personnel. Personne n'est légalement tenu de produire une seule bouchée de nourriture pour quelqu'un d'autre, et pourtant des centaines de millions de personnes sont nourries et bien nourries, avec une grande variété de produits alimentaires, de haute qualité mais à bas prix, par ce qui est essentiellement un système anarchique de production et de distribution de nourriture. C'est le résultat de la nature humaine et de la simple économie. Lorsqu'il existe un besoin pour un produit ou un service, notez bien ça, l'offre et la demande, lorsqu'il existe un besoin pour un produit ou un service, il y a de l'argent à gagner en le fournissant. Et lorsqu'il y a de l'argent à gagner, un certain nombre de personnes ou de groupes de personnes se disputent cet argent en essayant de fabriquer des produits meilleurs et moins chers. Un tel système, qui n'est en fait pas du tout un système, punit automatiquement ceux dont les produits sont inférieurs ou trop coûteux et récompense ceux qui trouvent un moyen de fournir aux gens ce qu'ils veulent à un meilleur prix. Et l'abandon du mythe de l'autorité n'y ferait aucunement obstacle. Dernier paragraphe pour cette émission d'aujourd'hui. Alors, si je vous la montre sur le document, puisque c'est le document dont je me sers pour cette lecture à haute voix, je ne sais pas si je vais réussir à aller à la page voulue, parce que là, c'est la page 132. Alors, je me suis peut-être lancé dans une aventure. Voyons voir si les diapos veulent défiler.
confidence pour confidence, j'y vais guère au supermarché. Alors je partage évidemment ton avis, mais je ne pense pas que ça soit inconcevable de multiplier les petits producteurs, de rapprocher les producteurs des consommes acteurs, comme les appellent les coopératives biologiques. Je préfère mes petits producteurs, mais je conçois cette organisation. Enfin, si on ne veut pas faire parfait, mais simplement améliorer grandement l'existant, imaginons que tout le monde ne soit pas prêt à renoncer au supermarché. Vous voyez que même dans cette hypothèse-là, ça fonctionnerait tout aussi bien sans gouvernement. Donc, j'en étais à tenter de faire avancer mes diapositives. On va voir si le petit système de streaming est assez réactif, parce que là, je suis à la page 22. Je crois que ça va être un peu quelque chose de non faisable, quoique, bon, page 32, il y en a 132. Alors, il ne faut pas avoir peur du nombre de clics. Et donc, vous voyez, ça, c'est le document, en fait, que je vous lis. Vous voyez défiler toutes les émissions précédentes, par conséquent, jusqu'au moment où, je l'espère, on pourrait arriver à celle d'aujourd'hui. En fait, je vais le faire peut-être défiler et dire pendant que je vous lis, mais ça ne va pas être en faveur de l'attention. Donc, on va tâcher de patienter encore quelques secondes. Vous voyez, donc là, on est en train de voir défiler les différentes émissions et nous sommes dans la 16e. Donc, vous voyez qu'avec ce document, vous aurez quelque chose de très complémentaire avec la partie audio que je vous diffuse à chaque émission. Alors, avec un peu de patience, on va arriver à cette émission numéro 16. Donc, vous voyez, alors, le logiciel considère ça comme des diapositives. En fait, ce sont des pages. Et donc, nous sommes arrivés aujourd'hui à la page 132 du livre, version française. Alors, j'espère que ce livre, vous allez le faire connaître, le faire passer, parce qu'on s'est lancé dans cette aventure, parce que pour notre part, on n'avait pas réussi à trouver la version française. Alors, vous voyez que la page 132, la voilà sous vos yeux. Alors, c'est évidemment guère lisible compte tenu du format du texte, mais c'est ce dont je me sers pour ces émissions. Alors, dernier paragraphe que vous apercevez en bas de la page. En fait, la superstition de l'autorité interfère constamment avec les personnes qui tentent de s'organiser pour un bénéfice mutuel en leur imposant des taxes, des exigences en matière de licence, des réglementations, des inspecteurs et d'autres obstacles légaux. Même les lois censées protéger les consommateurs ne font généralement rien d'autre que de limiter les options qui s'offrent à eux. Le résultat final est que de nombreux hommes d'affaires qui autrement devraient se concentrer sur la fabrication d'un meilleur produit à un meilleur prix se consacrent plutôt à faire pression sur les membres du gouvernement pour qu'ils prennent des mesures qui handicapent ou détruisent les entreprises concurrentes. Le mécanisme du gouvernement étant toujours l'utilisation de la force, il ne peut jamais favoriser la concurrence. C'est important de le comprendre. Le mécanisme du gouvernement étant toujours l'utilisation de la force, il ne peut jamais favoriser la concurrence. Il ne peut que l'entraver. En d'autres termes, au lieu d'être essentiel à une société organisée, le mythe de l'autorité est le plus grand obstacle à l'organisation des êtres humains en vue d'un bénéfice mutuel. En vue d'un bénéfice mutuel. C'est les derniers mots de cette émission, bénéfice mutuel. Dites-moi si vous trouvez ça porteur. Moi, je suis très, évidemment, vous l'avez compris, enthousiaste par tout ce que nous apporte cet auteur. Alors, quel est le menu pour demain? Demain, vous savez qu'on est jeudi. Eh bien, l'émission, le jeudi, elle a lieu à 20h, puisque ces émissions ont lieu chaque semaine, les mardis, mercredis et jeudis. Mardi et mercredi, c'est à 21h30 et le jeudi, c'est à 20h. Pour cette semaine, il nous reste donc demain, jeudi, à 20h. Et il nous restera une dernière série, profitez-en, la semaine prochaine. Et donc, comme cela, vous allez
pouvoir partager ensemble et former de fait, vous appelez ça comme vous voulez, certains appelleraient ça un égrégore, mais au minimum un groupe d'intérêts communs. Et puis Avérol nous parle d'un boulanger qu'on trouve sur YouTube, l'histoire de Daniel qui réinventa son métier. Merci pour la suggestion. Donc voilà, et nous dit-il, il a tout réinventé pour donner son pain au lieu de le vendre. C'est certainement très inspirant. Si tu as le temps de trouver pour une prochaine fois peut-être le lien YouTube, tu pourras le poster directement dans le chat. Je sais bien que c'est bien de faire un petit effort parfois pour trouver, mais pour certains, ça peut faire éventuellement une différence. Écoutez, je vous mets sous les yeux le sommaire pour demain, et puis il sera temps de nous saluer et de nous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Alors, vous voyez, l'émission numéro 16 est maintenant terminée par ce thème, une organisation sans autorité. Et puis demain, on sera à l'émission numéro 17. On verra ce point peut-être sensible aux yeux ou au ressenti de certains, la défense, qu'est-ce que ça pourrait être sans autorité, et puis les mesures de dissuasion et d'incitation, et enfin, l'anarchie en action. Alors, comme vous pourrez vous le montrer, le livre, mais là, je suppose qu'il va être resté à la page 132. Donc, en fait, l'émission de demain, eh bien, je reprends mon document et l'émission de demain, elle va couvrir en version française les pages 133 à 140, qui représente un volume ou un nombre de 8 pages, et en version anglaise, les pages 168 à 179. Donc, on va se souhaiter les uns et les autres, les amis, une excellente soirée. Merci pour toute votre participation et votre attention. J'espère que cette émission continue à vous inspirer plein de choses. J'espère que vous allez, comme vous y invite la lecture à haute voix, la raconter, vous allez la discuter avec vos amis, faites passer le message, partagez, mais partagez pas pour uniquement faire connaître ces émissions en version podcast, mais également les partager en direct de personne à personne, en présence physique. Alors merci César, une nuit pleine d'étoiles à tous, et puis je vous dis à bientôt. Donc je le marque à l'écran, prochaine émission. Donc mardi 24 août, jeudi 24 août, à 20h. Sur ce, passez une excellente soirée et je vous laisse en compagnie du générique final. Brisons les barreaux des prisons pour nos frères.